Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée est la directrice générale de Solican depuis l'année 2000. Depuis ses tout débuts, l'organisme accueille des personnes en phase terminale de cancer. Soins palliatifs, accompagnement, services d'entraide sont offerts. En tout, ce sont 26 employés et plus de 150 bénévoles qui gravitent autour de Solican. Aujourd'hui, Mme Christiane Hudon. Madame Hudon, tout d'abord, bienvenue à nos bâtisseurs. Merci, bonjour. Évidemment, on va parler de l'histoire de Solican un petit peu plus tard au cours de l'émission, mais tout d'abord, parlez-nous un petit peu de la direction que vous avez prise de Solican. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre les rênes, justement, de cet organisme-là en 2000? C'est vraiment spécial. Chercher un endroit pour, où la bonté ne serait pas un déficit, mais que ce serait une qualité première. Donc, j'ai vu passer l'annonce. Je n'avais jamais entendu parler de Solican, mais je trouvais ça intéressant et je l'ai donné à plusieurs amis. Sauf qu'un jour, une conseillère me dit « Pourquoi tu n'appliques pas? » Et laisse-leur la décision. Donc, je suis là depuis septembre 2000. Revenons quelques années en arrière, parce qu'en fait, c'est Benoît Lapointe qui est l'instigateur de Solican, parce que lui-même, il était atteint d'un cancer. À un certain moment donné, bon, il cherchait des réponses à ses questions, il voulait avoir un petit peu d'informations. Il n'y avait aucun organisme, aucun lieu qui répondait à ses besoins. Donc, à partir de ce moment-là, quelle a été la démarche de M. Lapointe? Bien, M. Lapointe a contacté M. Paul Boivin au CLSC, qui était organisateur communautaire, et ensemble, ils ont cherché des gens qui étaient atteints de cancer, qui voulaient se réunir. Et ils ont fait la démarche pour avoir une incorporation. Malheureusement, M. Lapointe est décédé avant que ce soit incorporé, mais il y a plein de gens qui ont pris la relève à ce moment-là. Qu'est-ce que ça signifie, Solican? Solidarité cancer. 1991, ça a été l'année de l'incorporation, Exactement. Premier conseil d'administration et tout ça. Comment ça fonctionnait au tout début quand Solican a été mis sur pied? Peut-être nous parler aussi de la vision des gens qui étaient à la tête. Donc, les objectifs premiers étaient de réunir toutes les personnes atteintes de cancer pour qu'ils s'apportent du support mutuel, les personnes atteintes et leurs proches, de défendre les droits, parce que si on se souvient, en 91, c'était un besoin à ce moment-là. Donc, la première assemblée a eu lieu en mars 1992. OK. C'était un comité provisoire jusqu'en mars 1992 où ça a commencé. Est-ce qu'il y avait plusieurs gens qui ont répondu oui à l'appel de Solican quand c'est arrivé au début des années 90? Parce que vous l'avez dit, c'était quand même assez nouveau, là. Oui, oui, c'était un besoin parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont impliqués, des centaines de bénévoles. Donc, moi, ce que je peux en savoir, c'est d'après les archives, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient là au tout début aussi, mais oui, ça a répondu à un besoin. 1996, il y a entre autres l'hôpital d'Alma qui a décidé de prêter ses locaux du pavillon Alfred de Villeneuve. L'inauguration a été faite en 1998. Peut-être nous parler de cette époque-là. Bon, en 1996 à peu près, il y a des gens qui voulaient mettre sur pied une maison. À ce moment-là, ça s'appelait Maison d'hébergement pour personnes en phase terminale de cancer. OK. Et il y avait des gens du CLSC, des gens de l'hôpital aussi. Mais c'est Solican qui a chapeauté ce projet-là. Et tout s'est mis en place. Encore là, c'était plein de personnes
bénévoles qui se sont impliqués à différents niveaux pour réussir à mettre sur pied cette maison-là, qui était à ce moment-là maison d'hébergement pour personnes en phase terminale. Et les locaux de l'hôpital, on a été logés dans les locaux de l'hôpital pendant de 1996 à 2010. Justement, vous êtes arrivé, vous, en 2000. À partir de ce moment-là, quelles sont les démarches qui ont été prises après ça? Parce que là, à un certain moment donné, quelques années plus tard, vous vouliez aussi relocaliser Solican. Pour quelles raisons? Bien, premièrement, les locaux étaient rendus trop petits. OK. Parce qu'au début, quand on avait 25 personnes en fin de vie, 4 chambres, ça suffisait. Mais à un moment donné, les locaux sont devenus trop petits. Puis on a eu aussi un avis de l'hôpital en 2006, je pense, qu'on devait quitter le pavillon Alfred-Villeneuve pour laisser la place à d'autres services, de l'hôpital. Mais notre bail avait été prolongé à ce moment-là de 2 ans, ce qui nous donnait l'opportunité de chercher le meilleur endroit possible. De fil en aiguille, évidemment, il y a d'autres services qui se sont greffés à Solican. C'était une demande de la part de la population ou c'est parce qu'à un certain moment donné, on voyait qu'il y avait plusieurs autres cas de cancer. Les gens aussi avaient besoin d'aide, que ce soit, oui, les personnes atteintes de cancer, mais aussi les gens qui les entourent, leur entourage. Exactement. Donc, la mission première de Solican, c'est de regrouper les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Ça se maintient toujours, mais ça s'est développé en différents groupes d'entraide. Par exemple, on a le groupe Entre femmes qui s'adresse aux femmes atteintes du cancer du sein, Tourne-Soleil, le groupe Sérum. Donc, ça s'est développé pour répondre à ces besoins-là. Et là, actuellement, on offre beaucoup de services de répit aux proches aidants aussi. Les proches aidants en ont besoin de plus en plus. Hein? Oui, parce que c'est quand même assez lourd. C'est 24 heures sur 24. Quand une personne est malade, c'est exigeant. Souvent, les personnes malades identifient une seule personne, puis ont de la misère à faire confiance aux autres. Donc, le répit aux proches est très, très important. 2007, ça a été l'année où vous avez décidé de faire un comité de relocalisation. Parlez-nous de ce comité-là, comment il a été mis en fonction, mais aussi peut-être nous parler des gens qui étaient à bord de ce comité-là. Les nommer, j'aurais peur d'en oublier, il y en a beaucoup. Mais ce comité-là, on a fait des recherches pour des endroits, justement, pour trouver le meilleur endroit possible. Dans l'aire de circulation pour faciliter aussi les visites des médecins. Donc, on a cherché, on a eu beaucoup de 5 ou 6 places jusqu'au matin, jusqu'au 7 janvier 2009. Vous vous rappelez de la date? Je me rappelle la date, je me rappelle l'heure où on a eu un téléphone du directeur général de la commission scolaire pour nous dire qu'il y avait un terrain pour nous. Et on a vérifié avec les médecins et ça convenait à l'aire de circulation, c'était proche de l'hôpital. Donc là, ça a démarré tout le projet. Donc ça, c'était vraiment en 2009, la commission scolaire du Lac-Saint-Jean qui vous ont offert gratuitement le terrain sur le boulevard Roger, finalement, Exactement. où est présentement l'édifice de Solican. Après ça, il y a eu évidemment cette campagne de financement auprès de la population. Et ça a été assez incroyable de voir à quel point les gens se sont appropriés Solican. Les gens ont embarqué. Parlez-nous de cette campagne de financement-là. Bien, c'était un projet attendu parce que depuis 2006 qu'on en parlait, que le besoin était vraiment identifié, qu'il fallait déménager. La campagne a été lancée au mois de novembre 2009 et un mois après, on avait 500 000 de ramassés. On pouvait commencer dans les murs préfabriqués qui étaient chez Béton. Donc, ça a commencé le 31 mars, on avait 1 500 000 et on pouvait commencer. Est-ce que vous aviez un objectif quand vous avez lancé la campagne de financement? C'était ça, 1 500 000, oui. Donc, vous l'avez atteint. 2010, là, tout s'est mis en branle, la construction et tout ça. Et parlez-nous aussi peut-être de l'édifice Solican, parce qu'il y a maintenant la maison de soins palliatifs qui est à même. On appelle ça maintenant le jardin de Mésange. Donc, nous, ce qu'on voulait en déménageant, c'était vraiment de pouvoir offrir tous les services
sous le même toit. Et c'était aussi pour que les personnes atteintes de cancer puissent avoir un lieu distinct. Donc, on peut avoir des salles pour les rencontres, pour les consultations individuelles. Et le volet soins palliatifs, donc la maison de soins palliatifs, on lui a donné un autre nom, vraiment pour distinguer les deux volets de service. On ne pouvait pas dire, on n'était pas sur le bord du lac, on a cherché un symbole qui a été la mésange, parce que ça s'apprivoise. Donc, on a pris au jardin de mésange pour vraiment distinguer les deux volets de service. En tout début d'émission, on a parlé de plus de 150 bénévoles qui gravitaient autour de Solican. Pour l'organisme, c'est vraiment essentiel, c'est primordial, toutes ces personnes qui sont là. Oui, c'est sans les bénévoles, Solican ne serait pas ce qu'il est. Actuellement, on en a environ 150, mais il y en a des centaines depuis 1991 qui ont gravité autour de l'organisme. Exactement, je comptais aussi les gens qui sont dans nos groupes d'entraide. On a plus de 150 personnes aussi qui participent à nos groupes d'entraide. Et à chaque année, bien, cette année, on a accueilli 110 personnes en soins palliatifs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui gravite autour de l'organisme. Est-ce que vous pensez, justement, le fait d'avoir mis une maison comme ça en branle, bon, ça a commencé dans les années 90, on l'a su dernièrement, évidemment, les cas de cancer vont augmenter au cours des prochaines années. Peut-être de mettre des maisons comme ça un petit peu partout au Québec pour aider les gens? Actuellement, il y en a 31. Okay. Il y a quelques projets, mais je ne pense pas qu'il y ait un développement très grand encore. Mais c'est sûr que les soins palliatifs, c'est devenu une nécessité. Oui, hein? Oui. Je terminerai là-dessus. Votre plus grande fierté depuis les presque 15 dernières années à bord de Solican, parce que vous en avez vu des changements. Bon, vous avez vu la nouvelle construction et tout ça. Vous avez vu les services qui se sont ajoutés et tout ça. Mais ma plus grande fierté, c'est qu'après toutes ces années, on ait respecté la mission première des gens qui ont mis en place l'organisme, c'est-à-dire d'apporter soutien et entraide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, du début, à partir du diagnostic jusqu'à la guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle. Avez-vous un événement marquant concernant les bénévoles, peut-être? Un événement marquant, il y en a plein d'événements marquants. Je pense que c'est le nombre, la quantité de gens qui se sont impliqués. Parce que chacun était là à la bonne place au bon moment. Et là, les bénévoles font à peu près n'importe quoi, là, chez Solican, là. Oui, bien, la cuisine, peu importe. Comme prendre soin d'un malade à la maison, toutes les tâches sont... là, on a besoin aussi pour le terrain, donc... mais on utilise tous les talents. On a des chanteurs, des couturières, on utilise tous les talents des gens qui ont du temps à donner. Alors, s'il y en a qui ont des talents, qui veulent se consacrer à Solican ou donner peut-être quelques heures de leur temps, on invite les gens, évidemment, à communiquer avec vous. Madame Hudon, ça a été un plaisir et on souhaite évidemment longue vie encore à cet organisme qui a vu le jour dans les années 90. Merci beaucoup. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.